وافقنا على التمديد ليوم واحد فقط. لم نتفق حتى اللحظة على أي بند بشكل نهائي. We hope they can reach an agreement today and move to a sustainable ceasefire. לא מספיק שיהיה רק כוח, יש לנו הרבה כוח. צריך גם הרבה אורך רוח. The hopes of the people in Gaza for a better future and the hopes of the people in Israel for sustainable security rest on those talks. Bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News en ce mercredi 20 août, 44e jour donc de l'opération Bordure protectrice qui continue ou reprend. Donc en tout cas, on fait tout de suite le point sur l'actu de la nuit. Au total, hier et jusqu'à minuit, 50 roquettes ont été tirées sur le territoire israélien jusqu'au centre et la région de Jérusalem sous l'ordre de Khaled Meshal. 30 cibles terroristes ont été visées par l'armée israélienne et selon un haut responsable du Hamas, la maison de Mohamed Def a été visée. Des rapports annoncent que sa femme et sa fille auraient été tuées au cours de l'attaque ciblée. Ce matin, peu après 6 heures, les tirs de roquettes ont repris sur le sud. De son côté, Ban Ki-moon condamne la rupture du cessez-le-feu sans pointer du doigt l'une ou l'autre des parties, le chef de la délégation palestinienne qui renvoie par ailleurs la responsabilité de l'échec des négociations sur Israël tout en pointant du doigt la position du Hamas. La délégation palestinienne du Caire est d'ailleurs revenue à Ramallah. En interne en Israël, Naftali Bennett et Avigdor Lieberman attaquent Netanyahou pour sa gestion de la guerre avec le Hamas. On ne doit discuter avec le Hamas que lorsque l'organisation terroriste est à genoux. Voici donc ce qu'a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères. On va donc faire le point sur la situation en ce début de matinée avec nos invités sur le plateau avec nous. Élie Carmon, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, vous êtes chercheur à l'Institut sur le contre-terrorisme de l'Université d'Herzliya. Daniel Haïk, vous êtes consultant pour notre chaîne. Merci également d'être avec nous. Une question, Daniel, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé hier qui a tout fait exploser ? Il y a eu depuis le début, il faut dire que depuis le début de la semaine, il y a eu un durcissement de la position du gouvernement israélien de Binyamin Netanyahou. On a entendu cette formule de Binyamin Netanyahou qui était de dire « Nous n'avons pas l'intention de permettre au Hamas de compenser son échec militaire par une victoire diplomatique ou une victoire politique ». Et ce durcissement du Premier ministre est le reflet d'un durcissement de l'aile droite du gouvernement israélien. Pendant le week-end, peut-être Binyamin Netanyahou a lu avec attention certains commentaires ou certaines analyses qui ont paru dans la presse israélienne qui affirmaient qu'il apparaissait comme trop faible. Et quelque part, il a voulu durcir la position de son gouvernement face au Hamas. Et quelque part, le Hamas a pensé que Binyamin Netanyahou, d'emblée, était intéressé à un cessez-le-feu. Et il a jugé que finalement, dans la mesure où le Premier ministre ou le gouvernement israélien voulait malgré tout un cessez-le-feu, eh bien, il pouvait essayer de faire monter les enchères plus encore que les quelques points d'accords qui avaient été plus ou moins trouvés au cours des 48 dernières heures. Et donc, il a voulu essayer de faire une pression militaire. Alors c'est intéressant, justement, cette position du Hamas stratégiquement. Comment elle s'explique, cette reprise des tirs ? Parce que le Hamas est acculé ou au contraire une démonstration de force ? Je ne crois pas qu'il était très content de l'accord qui était sur la table, surtout sous pression des Égyptiens. Il y a une version qui dit que Khaled Meshal, sous pression du Qatar, une pression très personnelle parce qu'on a menacé d'explosion du Qatar, a saboté l'accord. Et je crois que c'est une partie de cette histoire. Mais les deux parties il ne aurait voulaient envoyé pas. Donc l'ordre de reprendre justement. les tirs. Mais je ne suis pas sûr que Khaled Meshal décide seul. Il y a aussi la branche militaire. Et on a vu justement l'action israélienne contre le chef de la branche militaire, Mohamed Def. Et donc, à mon avis, il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'une solution qui dure plus de quelques semaines. À ce moment-là, quelqu'un a tenté de saboter à travers le tir de roquettes à 4 heures, je crois, de l'après-midi. On ne sait pas encore qui c'est.
Moi, je pense que peut-être c'est même une action de l'Iran à travers un proxy, une autre organisation, ou l'islam palestinien, djihad islamique palestinien, ou peut-être une autre petite organisation. Et donc Israël a dû répondre. On parle aussi au nom des comités de résistance populaire qui sont des mercenaires du Hamas, du Fatah, des Iraniens, ça dépend qui les paye plus. Ce n'est pas une organisation qui a vraiment une idéologie et une forte présence, disons, dans Gaza. Donc ils peuvent servir les intérêts d'autres parties. Alors justement, est-ce que ce pari d'Israël d'avoir voulu renforcer, entre guillemets, le Hamas, ou en tout cas pas l'éliminer totalement pour ne pas retomber avec le djihad islamique, les comités de résistance populaire, etc., est-ce que ce pari israélien il a échoué? Non, parce que je crois que Hamas contrôle. On a vu durant toute cette action de 4 semaines presque, il a contrôlé très bien les autres organisations. Je crois aussi que peut-être quelqu'un dans Hamas avait intérêt à saboter. C'est pas seulement cette petite organisation, parce qu'il y a des différences entre les dirigeants de l'intérieur, ceux de l'extérieur, ceux de, disons, au Caire. Abu Marzouk est accusé, par exemple, d'être le serveur des Égyptiens. Mais je crois qu'en fait, Hamas est dans une position, se sent dans une position de force. Parce que ce qu'il entend du côté israélien, du gouvernement et des ministres, et même, disons, des sources de l'establishment de la défense, on ne veut pas que Hamas soit détruit, parce qu'on veut que le Hamas contrôle le Gaza et que le chaos ne prend pas... On ne veut pas que d'autres se mettent à contrôler la bande de Gaza comme le djihad islamique. Ça, c'est justement une évaluation erronée. Erronée parce que le Hamas contrôle depuis 2007 et les groupes djihadistes et salafistes se sont renforcés à Gaza seulement à partir du contrôle du Hamas. Alors Élie Caron, on va en parler dans quelques instants. Je voudrais qu'on fasse le point sur cette soixantaine de roquettes à présent qui s'est abattue sur le territoire israélien depuis cette fin d'après-midi hier, depuis 16h hier. On fait le point en images avec Daniel Ziri, on en reparle après. Les hostilités ont repris entre Israël et le Hamas. Plusieurs dizaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers l'ensemble du territoire israélien depuis mardi soir, y compris Tel Aviv et Jérusalem. Les tirs du Hamas ont commencé quelques heures avant la fin officielle du cessez-le-feu observé depuis le 11 août. Mais pour la délégation palestinienne au Caire, c'est Israël qui est responsable de l'échec des pourparlers. Malgré la fin de la période de calme il y a quelques heures, les tirs ont été précédés par le départ de la délégation israélienne à 4 heures dans l'après-midi. Cela témoigne d'une décision du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui leur a donné l'ordre de quitter le Caire. Israël a annoncé l'échec des négociations alors qu'on était encore en train de négocier sous la médiation de l'Égypte. Cela montre que la décision du côté israélien était préméditée pour mettre fin aux discussions et détruire la période de calme. Israël n'a pas répondu aux accusations. Tsahal a riposté aux tirs de roquettes par des raids aériens sur l'enclave palestinienne. Selon des sources palestiniennes, Israël aurait tenté d'éliminer le commandant militaire du Hamas, Mohamed Def. Sa femme et sa fille auraient été tuées dans l'opération. Pour le moment, Israël ne commente pas les faits. Et on va rejoindre à présent notre envoyé spécial dans la région de Hof Ashkelon. Julien Baloul, vous êtes sur place depuis le début de la matinée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas vraiment calme. Hein. Oui, absolument. Et cette région est pour le moins frappée par les missiles du Hamas depuis hier, puisque vous l'avez dit, des dizaines de roquettes ont été tirées encore cette nuit jusqu'à 1h30 du matin, puis une vague a calmé entre 1h30 du matin et 6h. Et depuis 6h du matin, c'est reparti de plus belle. Toute la région de Haute-Ephaza, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire la région à la lisière de la bande de Gaza, la région d'Ashkelon également est très frappée. Tous les conseils régionaux vraiment qui sont dans les kilomètres les plus proches de la bande de Gaza. Hier, c'est l'ensemble de la région centre et la région sud d'Israël qui ont été visés par les tirs de roquettes. Vraiment, tout le monde et plein de questions ici. Nathalie, vous savez que les cours reprennent bientôt en Israël. Les parents sont très inquiets pour leurs enfants qui vont devoir retourner à l'école dans à peine 10 jours environ. Les parents sont inquiets de savoir ce qui va se passer pour leurs enfants dans les écoles. Certaines universités n'ont toujours pas pu organiser leurs examens de fin d'année parce que leurs étudiants étaient rappelés à l'armée, parce qu'il y a eu des requêtes, donc ils ne pouvaient pas organiser les cours. Aujourd'hui encore, plusieurs établissements annonçaient qu'ils ne feraient ni les cours d'été ni les examens. C'est le cas à Be'er Sheva, c'est le cas à Ashdod. Donc
on comprend le problème qui est en train de se mettre en place, c'est que la guerre dure longtemps, une routine de guerre se met en place et les habitants sont vraiment remplis d'interrogations face au gouvernement. Ils se demandent finalement vers où le gouvernement les conduit. Le gouvernement leur avait promis que finalement la guerre était presque terminée, que le pire était passé, les soldats étaient rentrés à la maison et ils comprennent que quelque chose d'autre s'installe, une sorte de guerre d'usure. Il y a ici une vraie inquiétude concernant au sein des habitants du sud d'Israël. Et puis vous savez, il y a aussi cette phrase qui revient, mais je crois que Daniel Haïk est avec vous en plateau, il pourra en parler, cette phrase qui remonte vraiment dans le débat, que ce soit chez Tzipi Livni ou que ce soit chez Naftali Bennett, on ne fait pas d'accord avec le Hamas, il faut refuser l'accord avec le Hamas, les seuls avec qui on peut négocier, ça évidemment c'est Tzipi Livni qui le dit, c'est Abou Mazen, Mahmoud Abbas. Alors on va en reparler dans quelques instants avec Daniel Haïk et Eli Carmon sur ce plateau. Julien, une dernière question concernant les consignes. Nathalie, la sonnerie qui retentit. Et Julien qui trouve donc un abri, sonnerie donc aux alentours de la région de Chof Ashkelon. Julien, vous entendiez ce que vient de dire Daniel, ce que vient de dire Julien, donc au sujet des critiques qui enflent au sein du gouvernement, au sein de l'opposition également. Pas seulement de l'aile droite israélienne, et on l'a vu hier, Tzipi Livni a été très ferme, il ne faut pas négocier, il faut... Est-ce que c'était une erreur dès le départ de décider de ces négociations indirectes, mais bon, négociations tout de même avec le Hamas? Je disais depuis le début du conflit, on a eu le sentiment, on a beaucoup vanté les mérites de Binyamin Netanyahou, la pondération, la patience de Binyamin Netanyahou, le fait qu'il ait accepté presque d'emblée chacune des propositions de cessez-le-feu. Et aujourd'hui, quelque part, on a un peu le sentiment que cette patience, cette pondération a été perçue par le Hamas comme une marque de faiblesse. Et c'est ce que vous savez, on est beaucoup plus dans le paraître dans cette région. Ce qui paraît, c'est que Binyamin Netanyahou était faible. Le Hamas a compris que Binyamin Netanyahou ne voulait pas le détruire. Il a compris que Binyamin Netanyahou voulait quasiment à tout prix un accord, retour au calme total. Et donc, il fait monter les enchères et il veut obtenir parce que c'est sa seule carte, la seule carte qui lui reste à jouer parce que finalement, il a été durement touché, il a été durement affecté sur le terrain. C'est sa seule carte à jouer, il essaye de la jouer au maximum. Sur le terrain parce qu'on a le sentiment qu'il pourrait encore continuer cette guerre d'usure avec ces tirs de roquettes incessants sur le territoire israélien. Il n'a pas été touché mortellement parce que l'arsenal des missiles de longue portée il n'a pas été diminué peut-être 10-15%, pas plus de parce qu'ils n'ont pas tiré ces missiles de longue portée. Ensuite, les membres au niveau moyen et supérieur des forces militaires, disons, du Hamas, n'ont pas été touchés presque. Et les dirigeants politiques qui influent sur la stratégie aussi n'ont pas été touchés. Mais je crois qu'on doit comprendre que dès le début, il y a une seule solution politique diplomatique. Il était clair avant le conflit. C'est que l'autorité palestinienne reprenne le contrôle graduellement, avec le support très fort de l'Égypte, qui a l'influence énorme sur le terrain. Et cela se ferait avec un support passif d'Israël. Mais ce qui se passe, on ne peut pas le faire sans détruire. Élie, je vais vous couper un instant parce qu'on a des nouvelles de Julien Valloul qui se trouve dans la région de Chof Ashkelon. Julien qui vient de nous indiquer que 8 missiles au total ont été envoyés sur la région avec cette alerte que vous avez entendue en direct. 8 missiles qui ont atterri en terrain vague. Julien, on en sait plus sur les interceptions éventuelles? Écoutez, là, je vois dans mon ciel au moins 2 ou 3 interceptions, rien que dans cette zone qui est juste au-dessus de ma tête. On est obligé de se déplacer pour se mettre à l'abri. Nathalie, vous savez pourquoi, évidemment, parce que les roquettes peuvent tomber ici et également des débris, surtout que nous ne sommes pas loin d'une station-service. On peut imaginer les dégâts que ça cause si ça tombe sur une station-service. C'est déjà arrivé à Ashdod il y a quelques semaines. Il y a eu plusieurs sirènes, l'une après l'autre. C'était vraiment une salve de roquettes. Le nombre, donc 8, vous l'avez dit. Et je vois encore dans le ciel les traces des interceptions. Des débris sont tombés ici et là. Voilà un peu la situation à Ashkelon. Julien, c'est l'occasion aussi, et vous nous l'avez montré en grandeur nature, j'ai envie de dire, de rappeler les consignes de sécurité de la défense passive. Oui, j'avoue que j'arrive pas à croire que je suis encore en train de vous expliquer ça après plus de 40 jours, Nathalie, malheureusement, c'est la vérité. Il faut les rappeler, en cas de sirène, il faut partir se mettre à l'abri, même s'il y a le dôme de fer, d'une part parce que le dôme de fer n'est pas efficace à 100%, d'autre part parce que lorsque le missile est explosé en plein vol, des débris tombent et les débris
peuvent tuer. Je peux vous dire que les débris qu'on voit tomber autour de nous sont de taille importante et ils sont brûlants. Pour ceux qui ont vu la photo du débris qui est tombé sur l'autoroute hier près de Tel Aviv, ce sont des dégâts importants qui peuvent être causés si ça tombe sur vous. Donc il est important vraiment de rester à l'intérieur de l'abri et d'attendre quelques minutes le temps que les débris retombent sur le sol. Et voilà, ça sauve. Et si la vous êtes sur la route, population. dans la voiture, sortir de la voiture, vous mettre sur le côté. Voilà donc pour les consignes. Merci Julien. Et maintenez-vous donc près d'un abri. On sait que les alertes continuent donc dans le sud du pays. Elie Carmon, je vous avais coupé avec le Hamas a affaibli donc certes, mais qui continue sa guerre d'usure. Exactement. Et donc il n'y a pas de solution politique avec l'autorité palestinienne sans affaiblir, détruire, disons, l'arsenal militaire du Hamas. Comme mouvement politique, il ne sera pas détruit. C'est un mouvement qui a des racines, qui a beaucoup de suivants, mais il a la force militaire. Justement, on a vu que pendant ces actions d'Israël, ils ont mis en arrestation les membres du Fatah. Et ils ont tenté d'organiser des attentats dans la Cisjordanie, justement parce qu'ils veulent déstabiliser l'autorité palestinienne. Cette coalition, disons, ce gouvernement d'unité nationale, c'est en fait une tentative du Hamas de pénétrer dans la Cisjordanie et prendre le contrôle de la Cisjordanie et de l'OLP à travers cette coopération avec Abou Mazen. Et quelque part, il semble que l'une des causes de ce durcissement, en tout cas du retour des tirs du Hamas, c'est les dissensions très profondes entre le Hamas et l'autorité palestinienne, en particulier autour des révélations faites ces derniers jours sur un coup d'État que le Hamas aurait voulu projeter à Ramallah contre l'autorité palestinienne. Et ça n'a pas du tout fait plaisir à Mahmoud Abbas. Et cela pourrait être l'objet, en tout cas, de très vives tensions qui auraient pu se traduire donc par la reprise des tirs par le Hamas en direction d'Israël. Je crois qu'Abou Mazen doit se rappeler qu'en 2006, quand Hamas a pris le pouvoir, ils ont tenté de construire un tunnel sous la route qui mène à sa villa et le faire sauter en air. Donc Abou Mazen sait très bien que Hamas peut aussi l'assassiner. Un mot également, et on va en reparler. Est-ce que finalement, après cette journée, on va voir un peu comment elle va se développer, la solution, elle est encore et toujours au Caire avec des négociations? Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. C'est-à-dire que je crois que quelque part, comme je le disais, Binyamin Netanyahou a compris qu'il ne pouvait pas à chaque fois donner une image de lui, on va dire, de trop patient, qui est traduit donc par trop faible. Et donc il a durci depuis le début de la semaine, il a durci ses positions sous l'influence de l'aile droite de son gouvernement. Et l'étape suivante, et on en a même parlé pendant la première partie de l'opération, avant d'envisager même l'opération, l'incursion terrestre, ce serait effectivement d'essayer de cibler les chefs du Hamas, les responsables du Hamas qui sont cachés dans des bunkers depuis le début de la guerre. Il faut rappeler que le début de l'opération, le pilier de défense en 2012 a débuté par l'élimination d'Ahmed El-Jabari, le leader, le chef d'état-major de l'époque du Hamas. C'était déjà presque on a beaucoup parlé de photos de victoire, photos de défaite. C'était une photo de victoire pour l'État d'Israël depuis le début. Il n'y a pas eu cette photo de victoire, il n'y a pas eu cet impact sur les chefs du Hamas, et il est probable. Vous savez, on a beaucoup parlé de destruction massive à Gaza, et ce sont les quartiers les plus défavorisés, les plus pauvres qui ont été touchés, parce que c'est là que le Hamas avait caché ses roquettes. Mais il y a des quartiers dans Gaza au bord de mer, comme le quartier de Rimal, dans lequel il y a les villas de l'ensemble des chefs du Hamas. Il est probable qu'ils ne soient pas là-bas, qu'ils ne soient même pas cachés en dessous de leur villa, mais il faut essayer aussi de provoquer une force de dissuasion. Que la force de dissuasion d'Israël s'implique là aussi en détruisant les maisons des responsables du Hamas. Il y a aussi un impact en essayant de cibler des opérations ciblées contre les chefs du Hamas. Il faut qu'Israël reprenne la main. Il faut que Binyamin Netanyahou reprenne la main et que la force de dissuasion d'Israël, qui n'a pas été apparemment suffisamment perçue par le Hamas, soit mise en application et soit renforcée aujourd'hui. Cette force de dissuasion, elle n'existe plus selon vous, Elie Carmon? Je crois que ce qu'on a fait, c'est au début d'attaquer les maisons de Sajaï
qui sont en fait la ligne Maginot du Hamas, parce que là c'était vraiment renforcé du point de vue militaire avec les missiles anti-tank et aussi les roquettes, mais aussi les entrées des tunnels qui arrivent à Israël. Et ça a été la priorité principale de Tzahal. Mais on n'a rien fait justement pour détruire l'arsenal stratégique qui se trouve dedans, même sous terre. Et donc, je crois que même la destruction, la mort de certains leaders, c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est détruire le pouvoir militaire du Hamas, et à travers ce pouvoir, il contrôle Gaza politiquement. Et, si la diplomatie reprendra dans 10 jours ou 5 jours, sur les mêmes bases, ça prendra 1 an, 2 ans, et nous aurons une opération beaucoup plus difficile, beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus meurtrière. Et donc je crois que maintenant, il y a beaucoup d'experts et de politiciens qui pensent que c'est le moment de faire ce qu'on n'a pas fait dans la première partie de l'opération, c'est-à-dire d'aller plus loin, pas l'occupation de Gaza. Je ne crois pas qu'il est nécessaire d'occuper Gaza et contrôler Gaza pour 1 an ou 2, mais on peut faire une opération non chirurgique, mais plus à fond. C'est une sorte de session de rattrapage pour le gouvernement israélien, pour Binyamin Netanyahou et pour l'armée israélienne. Essayer d'améliorer les notes que les Israéliens ont obtenues à la première session, c'est-à-dire essayer donc de durcir un peu plus l'impact pour que le Hamas revienne à la table des négociations avec beaucoup moins d'exigences. Et essayer peut-être aussi de changer de formule. Le calme aura pour réponse le calme. C'est une formule qui est reprise depuis longtemps par les politiciens, pas seulement par Binyamin Netanyahou. Ça n'a pas marché, c'est désuet comme formule. Ça n'a pas marché. Toutes ces formules, la fameuse formule de Sharon qui était la Ipuk Zekoar, la retenue c'est de la force, c'est une formule qui ne marche pas au Proche-Orient. La retenue, c'est perçu comme de la faiblesse au Proche-Orient face aux adversaires de l'État d'Israël. Et donc, il faut durcir le ton. L'heure est à un durcissement, même si c'est un durcissement provisoire, pour revenir à la table des négociations. Durcir le ton pour ne pas que le Hamas mène la danse, c'est le sentiment qui règne. C'est pas seulement le ton, c'est pas durcir le ton, c'est sur le terrain détruire, comme je dis, cet arsenal. Et je voudrais dire quelque chose sur ce que les dirigeants israéliens ont dit après la première semaine. Que la destruction de Shaja'i et de Beit Hanoun sera un peu comme la Dahia du Hezbollah à Beyrouth. Mais à mon avis, Hezbollah n'est pas dissuadé par la guerre de 2006. Simplement, ils ont des ordres de l'Iran de ne pas faire des actions contre Israël à partir du Liban. Mais ils font des actions de terrorisme à l'extérieur. On a eu 15 ou 20 tentatives, surtout en Bulgarie, à Chypre. Et donc, ils sont impliqués, surtout en Syrie. Et c'est ça la priorité du Hezbollah, la Syrie, et pas la lutte contre Israël. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas dissuader le Hamas justement par de la destruction de ces bâtiments à Shaja'i. Et je crois que quelquefois, les bombardements massifs n'étaient pas nécessaires, justement parce que ça ne marche pas sur les dirigeants du Hamas. Il faut aller plus profondément, et c'est l'option que devra retenir Netanyahou finalement. Oui, et peut-être trouver des solutions un peu plus originales, un peu plus créatives, quelque chose d'un peu plus audacieux de la part de l'armée israélienne pour essayer de frapper un coup fort sans être obligé, comme l'a dit Elie, d'avoir à détruire des dizaines et des centaines de maisons. Alors par exemple, il y en a des options plus créatives. On a vu l'armée israélienne qui a tenté une nouvelle fois, une 5e fois, je crois, d'éliminer Mohamed Def. Mohamed Def, c'est le père des tunnels, le père des attentats suicides. Alors manifestement sans succès, on attend encore les confirmations, mais c'est ça les options plus créatives. Les options, ça doit continuer. Ça aura une influence psychologique sur les dirigeants du Hamas et sur le moral des troupes. Et si ça continue avec du succès, et je ne sais pas encore si vraiment il a été touché ou non, mais ça doit influencer moralement et psychologiquement les leaders du Hamas. On a le sentiment, Daniel, que pendant toute cette opération, c'est le Hamas qui a mené la danse et Israël qui s'est laissé mener. Pourquoi ? C'est laissé mener parce qu'effectivement, c'est cette approche, et ce que je disais, cette approche de Binyamin Netanyahou qui, depuis le début, ne voulait pas de ce conflit, qui a donné cette impression d'être toujours à la traîne du Hamas. Et là, Binyamin Netanyahou, dans cette session de rattrapage, a l'occasion de reprendre la main et de remettre Israël sur le devant de la scène en essayant de prendre l'initiative. Il faut que ce soit l'armée israélienne qui reprenne l'initiative pour que la force de dissuasion de cette armée ait un impact sur le Hamas et que cela se traduise dans les résultats, dans les négociations par la suite. Et les dissensions à l'intérieur même du cabinet de sécurité. On entend Avigdor Lieberman, on entend Naftali Bennett
Bennett. On a entendu hier soir Tzipi Livni avec beaucoup plus de voix. Vous voyez qu'il y a même un accord à ce niveau-là. Mais ça va jouer à la faveur d'une opération, ou en tout cas d'une prise de position beaucoup plus forte par Benyamin Netanyahou, au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il va y avoir la pression des habitants du sud du pays qui sont dans une situation extrêmement délicate. Et puis, il va y avoir la pression des responsables des ministres, de plus en plus de ministres. On a eu le temps de faire le clair pendant ces 15 jours, en tout cas de cesser le feu. Eh bien, on a eu le temps de faire le clair et de voir que finalement, le Hamas n'avait pas suffisamment été touché apparemment par la destruction dans Gaza. Et donc, aujourd'hui, il semble y avoir une sorte de consensus, puisque même Tzipi Livni affirme qu'il ne faut pas négocier. Tzipi Livni, donc, qui est vraiment l'aile gauche du cabinet restreint, affirme qu'il ne faut pas négocier, et donc il faut... On va peut-être s'attarder, Daniel, à ce qui apparaît sur nos écrans en ce moment, cette déclaration de Lieberman, que je vous propose d'analyser. Oui, effectivement. Alors Lieberman dit que la position du gouvernement est erronée, c'est-à-dire la politique du gouvernement est erronée, mais le problème de Lieberman, c'est qu'il le dit depuis le début, et il l'a dit depuis le début du conflit, au milieu du conflit, ça a été très mal perçu. Là, aujourd'hui, quand Tzipi Livni vient hier et dit qu'il ne faut pas négocier avec le Hamas et qu'il faut répondre à ces attaques par la force, donc Benyamin Netanyahou dispose d'une forme de consensus au sein du cabinet restreint pour aller plus loin. Et donc il doit saisir cette occasion. Et aussi, il doit essayer de convaincre certains responsables de l'armée israélienne qui ont été aussi plutôt tièdes pendant tout ce conflit, qui ne voulaient pas aller beaucoup plus loin que cette entrée des forces israéliennes le long d'une bordure de sécurité de quelques kilomètres, qui ne voulaient pas aller à l'intérieur de la bande de Gaza ou à l'intérieur de la ville de Gaza. Et donc, il faut donner peut-être aussi des ordres plus forts, plus solides à l'armée israélienne. Plus solide, c'est aussi ce que dit... L'erreur de Lieberman a été que dès le début, il a dit on doit occuper tout Gaza et contrôler tout. Et ça, c'est faisable, mais c'est un prix énorme pour Israël. Plus solide, plus fort, c'est aussi ce que dit Naftali Bennett au sein du gouvernement. On va voir ce qui est apparu dans la presse israélienne aujourd'hui. Bennett qui attaque Netanyahou, Daniel. Voilà. Quand on négocie avec la terreur, on reçoit la terreur. On reçoit encore plus de terreur. Oui, effectivement. Et effectivement, ça, c'est l'opinion de Naftali Bennett. Et Naftali Bennett, il faut, à contrario de Lieberman, Naftali Bennett, pendant le conflit, pendant l'opération terrestre, s'est montré, on va dire, il est resté dans le consensus. Il est resté dans le soutien massif à Benyamin Netanyahou, alors qu'il aurait pu se démarquer. Il est resté, c'est un ancien militaire, un ancien commandant des unités d'élite de l'armée israélienne. Il a compris qu'en plein combat, on ne pouvait pas critiquer le Premier ministre. Mais là, quelque part, de par cette accalmie de ces 15 derniers jours, il y a une ouverture qui permet à l'opposition de s'exprimer, à l'opposition même à l'intérieur du gouvernement de s'exprimer et de pousser Benyamin Netanyahou à aller beaucoup plus loin, ce qu'il ne voulait pas faire depuis le début. Daniel Haïk, Élie Carmon, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Daniel, on vous retrouvera en seconde partie d'émission. On se quitte pour une courte pause, ensuite un nouveau journal. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning d'I24 News. On fait tout de suite un point sur la situation. Au total, hier et jusqu'à minuit, 50 roquettes ont été tirées sur le territoire israélien jusqu'au centre et la région de Jérusalem. Sous l'ordre de Khaled Meshal, 30 cibles terroristes ont été visées par l'armée israélienne également. Et selon un haut responsable du Hamas, la maison de Mohamed Def a été visée. Des rapports annoncent que sa femme et sa fille auraient été tuées au cours de cette attaque ciblée. Ce matin, peu après 6 heures, les tirs de roquettes ont repris sur le sud. Notez également, l'information vient de nous parvenir, que 2000 réservistes ont été rappelés par l'armée israélienne. De son côté, Ban Ki-moon condamne la rupture du cessez-le-feu sans pointer du doigt l'une ou l'autre des parties. Le chef de la délégation palestinienne qui renvoie la responsabilité de l'échec des négociations sur Israël tout en pointant du doigt la position du Hamas. La délégation palestinienne du Caire est d'ailleurs revenue à Ramallah. Et en interne en Israël, Naftali Bennett et Avigdor Lieberman attaquent Netanyahou pour sa gestion de la guerre avec le Hamas. On ne doit discuter avec le Hamas que lorsque l'organisation terroriste est à genoux. Voici donc ce qu'a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères.
Et avec moi sur ce plateau, Ali Waqued, spécialiste du monde arabe. Bonjour. Boaz Bismuth, merci de nous avoir rejoints ce matin. Boaz, par rapport à ce que Ali, par rapport à ce que je viens d'annoncer, et ces déclarations qui ne sont pas nouvelles d'Avigdor Lieberman, du ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'Israël a eu tort depuis le début de négocier directement ou indirectement, peu importe, avec le Hamas? Je ne sais pas si Israël avait tort. Le Hamas, c'est l'adresse à la bande de Gaza. Donc on peut négocier avec tout le monde et le Hamas n'acceptera pas les ententes, n'acceptera pas les accords. Le Hamas est encore le joueur le plus important à la bande de Gaza. Le Hamas, qu'on le veut ou pas, c'est celui qui dicte l'ordre du jour et des Palestiniens et des Israéliens, donc je ne sais pas et je ne vois pas avec qui il faut négocier ou discuter pour essayer d'arriver à un nouveau système d'arrangement sécuritaire à la bande de Gaza. La question, c'est que le Hamas veut faire partie des arrangements politiques et administratifs qui vont suivre ce round de guerre, de bataille avec Israël. Nathalie, la délégation palestinienne, vous avez parlé de délégation palestinienne, il y a la délégation palestinienne et la sous-délégation du Hamas au sein même de la délégation palestinienne. Et hier soir, l'impression et de la délégation OLP et des Égyptiens, c'était que pour des raisons internes, et le Hamas et la délégation israélienne n'étaient pas en position de prendre de décision pour conclure un accord basé sur le brouillon égyptien, basé sur la proposition égyptienne. La proposition égyptienne qui penchait pour la première fois ces derniers jours pour le côté du Hamas, en voulant mentionner que la levée du blocus fera partie d'un deuxième round de négociations entre Israéliens et Palestiniens, alors que la délégation israélienne insistait à ce qu'il faut que la proposition, l'initiative égyptienne soit basée sur l'équation du calme pour le calme, le cessez-le-feu pour le cessez-le-feu, et que tous les arrangements futurs concernant la vie des Palestiniens, concernant le blocus, etc., soient reportés pour une deuxième étape. Boaz, on avait eu le sentiment, hier on en parlait en tout cas hier matin, qu'il y avait eu quelques avancées en Égypte au Caire, en tout cas de ce qui filtrait des négociations. Où est-ce qu'Israël s'est trompé? Qu'est-ce qu'Israël n'a pas fait comme il fallait? N'a pas justement fait ce que Hamas voulait. Mais pour reprendre ce qu'Ali vient de dire, et pour une fois, oui, on est d'accord, dans le sens où oui, c'est Hamas qui mène la danse. Ça, c'est clair, c'est une des raisons pour laquelle il faut une frustration dans l'opinion publique israélienne, c'est qu'on a l'impression que c'est l'autre côté, ce groupe terroriste, moins de 20 000 personnes, qui mène la danse. Quand on parle de cesser le feu, Israël dit oui, et puis ils attaquent, donc Israël riposte. Et ça, c'est quelque chose que je pense, je vais m'avancer, mais c'est très dangereux. On a vu ces dernières quarantaines de journées que c'était très dur de s'avancer. Maintenant, hier, pas plus tard qu'hier, si on était là autour de ce plateau, on aurait dit justement, on aurait parlé un petit peu, on aurait pris un petit peu le sentiment des Israéliens, dans le sens où Israël cède un peu trop. On a parlé encore de négociations, souvenez-vous hier, regardez comment ça bascule, comment ça change très très vite. Et justement, qu'est-ce que l'on voit? Ce que l'on voit justement, la riposte du Hamas hier. Il faut rappeler que justement, c'est pour la 10e fois depuis le début de ce conflit que la trêve est pas respectée par le Hamas. La 10e fois, c'est énorme, y compris la veille de l'opération terrestre. Alors qu'est-ce que ça prouve justement? Ça prouve qu'autour de la table de négociation, finalement, Israël est assez dur. On pensait que grâce aux Égyptiens, il faut se rappeler encore d'une chose, c'est pas Israël qui négocie. C'est vrai que théoriquement, sa négociation, c'est Israël et Hamas, mais théoriquement, Israël laisse le travail à l'Égypte, c'est pas Israël qui négocie. C'est un bras de fer, si vous voulez, entre l'Égypte et Hamas. Derrière Israël, bien sûr, ou derrière l'Égypte, il y a bien sûr l'Arabie Saoudite, les Émirats, et derrière Hamas, il y a le Qatar, l'Iran, mais beaucoup de moindre la Turquie, qui est un peu absente en ce moment. Mais finalement, ce que vous voyez maintenant, c'est que du côté des Israéliens, je crois qu'au contraire, on a hier eu l'impression qu'on a laissé les points de convergence, les points dans lesquels on n'est pas d'accord pour plus tard. Et puis finalement, quand beaucoup de personnes parlent d'un ex-aequo dans cette guerre, ce n'est pas le cas. Dans la table de négociation, Israël veut sortir aussi le plus fort, comme sur le terrain lui-même. Et Hamas, qui n'a rien à perdre. Et peut-être ça, c'est le côté dangereux dans cette histoire, qui n'a rien à perdre, continue encore et encore et encore. C'est la bataille sur la photo du victoire. Israël, en ciblant hier Mohamed Def, a voulu envoyer, le gouvernement israélien a voulu envoyer un message probablement à l'opinion publique israélienne. La tête de Mohamed Def pourra clôturer pour pouvoir céder plus aussi autour de la table de négociation. Cette guerre. Maintenant, on ne sait pas comment allait être la réaction du Hamas si jamais Mohamed Def en personne a été touché. On sait que dans l'histoire, c'est vrai que dans les premiers jours, il y a une joie autour de cette réussite, qu'on a ciblé une grande tête au sein des organisations palestiniennes. Mais à long terme, on a vu ce qui s'est passé avec Shimon Peres quand Yahya Ayash, l'ingénieur du Hamas, a été ciblé. Peres, pour quelques jours, était au
centre d'une euphorie israélienne, mais il a perdu à quelques semaines après les élections. Pareil, quand on a ciblé Abbas Moussaoui, le précédent de Hassan Nasrallah, on s'est trouvé avec Hassan Nasrallah qui a causé la défaite de quelques premiers ministres en Israël. Et donc, on ne sait pas la direction... quelle direction va pencher le Hamas? Mais une petite remarque sur ce que Boaz a dit. Hier, particulièrement, ce n'était pas le Hamas qui a brisé le cessez-le-feu. Non, c'était justement les comités de résistance populaire, en tout cas pour les premières requêtes qui ont dit le Hamas a mené une investigation. Le Hamas a mené une investigation. D'ailleurs, le Hamas a toute une théorie. Je pensais que c'était lui l'autorité qu'il fallait compter sur lui sur Gaza. Non, tout à fait. Mais donc, si vous prenez l'annonce du porte-parole de l'armée israélienne, peut-être pour la première fois, il n'a pas mentionné le Hamas dans son annonce sur les tirs des roquettes. Maintenant, c'est soit parce qu'Israël vraiment est consciente que le Hamas n'est pas la source de ces tirs. Ou avait un programme en tête. Ou avait un programme en tête qu'on a vu à quelques minutes après cibler la maison où on soupçonnait que Mohamed Deif se trouvait. Je voudrais parler un instant de la communauté internationale et cette réaction de Ban Ki-moon, la communauté internationale, cette réaction de Ban Ki-moon qui condamne la rupture du cessez-le-feu sans préciser, ou en tout cas sans remettre la faute sur l'une ou l'autre des parties. Pourtant, par le passé, quand il voulait pointer du doigt Israël, il l'a bien fait. On remarque cette attitude un peu timorée, toujours de Ban Ki-moon et de l'ONU. Évidemment qu'il ne va pas le faire, sinon il ne serait pas digne d'être secrétaire général des Nations Unies. Donc évidemment, ça tombe pas. Très franchement, là maintenant, nous sommes dans un autre stade. Et vous voyez ce message qui apparaît à l'écran, le message donc diffusé par Ban Ki-moon, le secrétaire général. Mais d'un autre côté, il ne faut pas aussi oublier une autre chose, c'est qu'en parallèle, pendant que l'on parle, il y a dans le bureau de Netanyahou une proposition déjà depuis quelques jours faite par le ministère des Affaires étrangères israélien d'une résolution justement. Vous savez qu'il y a la résolution jordanienne. Et là, préparée par la Jordanie, que les États-Unis ont demandé de stopper. Ensuite, il y a aussi les Britanniques maintenant qui sont en train d'élaborer un papier. Et puis les Israéliens, comme en 2006, après la guerre du Liban, la résolution 1701, que Israël, ce n'est pas le qui a présenté, mais qui était derrière. Donc finalement, on essaie aussi d'œuvrer au sein de la communauté internationale. Mais depuis Ben Gurion, il y a toujours en Israël cette conception qui n'est pas tout à fait héroïque, qui n'est pas tout à fait fausse, dans laquelle finalement, si vous laissez la communauté internationale traiter vos sujets, eh bien vous allez être perdant. Ban Ki-moon ne me déçoit pas du tout. Il est digne d'un secrétaire général des Nations Unies en faisant ce qu'il vient de faire. Mais juste un mot, parce que j'allais dire, juste concernant ce que Ali avait expliqué, que les attaques ciblées, finalement, une tête part et un autre, et vous avez parlé c'était l'ingénieur, je pense, qui avait brillamment fini pont et chaussée. On parlait de lui. Je veux juste vous rappeler une chose, quand même, en 2004, quand Yassine et compagnie, bien sûr, quittent notre monde, n'oubliez pas que les attaques suicides avaient stoppé quand même de longues années. Donc finalement, c'est pas quelque chose de tout à fait mauvais, ni pour la région et ni pour les Israéliens, que ces personnages disparaissent de cette région, y compris pour les Palestiniens. Ali Waked, il y a quelques instants sur ce plateau, Eli Carmon nous disait qu'Israël devait faire preuve de plus d'inventivité, de plus de créativité à l'intérieur de la bande de Gaza. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Moi, je pense que le grand problème, c'est que Israël est en train de faire tout pour manœuvrer entre la volonté d'arriver à un calme sur le plan sécuritaire, mais une volonté d'éviter que ce calme débouche à un processus de négociation avec l'autorité palestinienne. Les Égyptiens, ils préparent entre guillemets un piège pour le côté israélien en voulant renverser l'équation à la bande de Gaza, mettre à l'avance l'autorité palestinienne dans une première étape responsable des frontières, dans une première étape responsable des points de passage à la bande de Gaza entre Israël et la bande de Gaza, entre la bande de Gaza et l'Égypte, pour consolider la position de l'autorité palestinienne et lancer dans une conférence régionale qui aura pour titre la reconstruction de la bande de Gaza, pour que cette conférence soit le début d'un nouveau processus de négociation entre Israël et le Palestinien, alors que le Hamas, dans cette situation, selon le scénario égyptien, devra être un deuxième joueur ou un joueur secondaire dans la vie palestinienne. De côté. On va voir ce qui se passe sur Internet dans cette situation. Comment les internautes réagissent, Rudy, à cette reprise on va finalement voir sur Internet tout ce qui vient de se dire. Cela a commencé déjà hier dans l'après-midi avec ce tweet du compte officiel de l'armée israélienne Tsahal qui tweetait clairement ceci: les terroristes de Gaza ont violé le cessez-le-feu en tirant 3 roquettes qui ont frappé Beersheva et Netivot. Donc là, le ton était donné. Et dans le même temps,
temps, Ezat al-Rich, qui est un haut responsable du Hamas, déclarait sur Twitter, je cite, que les chances de parvenir à un accord s'évaporaient. Alors la suite, on la connaît, 50 roquettes tirées sur Israël et la reprise des opérations militaires annoncées clairement dans la nuit par Tsahal. C'était vers 1h du matin, le tweet que vous êtes en train de voir. Et vous allez voir que sur Internet aussi, le débat est toujours le même, de savoir qui a violé le cessez-le-feu. Mais avant, donc, on va revoir ce tweet des Nations Unies qui renvoie donc les deux parties dos à dos et ne parle pas de violation de cessez-le-feu, mais de reprise des hostilités. Un tweet donc qui renvoie au communiqué qu'on vient de voir du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui se dit profondément déçu des développements de la nuit. Alors du côté des médias du Hamas, pour l'instant, pas de communication. Le dernier tweet date du 17 août, c'était il y a 3 jours. La responsabilité de la violation du cessez-le-feu, on y revient avec ce tweet du compte Twitter de Benjamin Netanyahou, avec cette infographie publiée hier dans la soirée. C'est la 11e fois que le Hamas brise ou refuse un cessez-le-feu. Voilà sur le côté officiel des choses, le débat est vif. Alors ça c'est l'aspect officiel, qu'en pensent les internautes lambda? Alors du côté de Gaza, les habitants, c'est le même débat, les choses sont claires, c'est Israël qui a brisé ce cessez-le-feu. Regardez par exemple ce tweet de cette internaute gazaoui, elle est très active, Nadia Abou Shaban, elle se demande avec ironie qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ce qu'Israël brise un cessez-le-feu. On y en a l'habitude. Pour Belal Darbour de Gaza aussi, Israël aime ce cycle et pense que cela fait peser plus de pression sur les négociateurs palestiniens au Caire. Alors pour Marc Regev, de l'autre côté, comme beaucoup d'Israéliens, la responsabilité incombe une fois de plus au Hamas qui aurait violé ce cessez-le-feu. Et enfin, la lassitude côté israélien de revoir ce nouveau round démarrer avec, pour finir, donc ce tweet de Père Nicole qui résume les événements. Cessez-le-feu, mais roquettes tirées de Gaza, donc réponse d'Israël. L'impression d'écrire le même tweet en boucle depuis un mois. L'histoire qui semble se répéter. Boaz, une impression aussi, hein. Ça a commencé le 8 juillet, on est maintenant le 20 août. C'est l'une des plus longues guerres à laquelle Israël est dû se confronter en dehors de la guerre d'indépendance, et on ne voulait pas entrer dans ça en Israël. D'accord. D'abord, c'est vrai, le premier cessez-le-feu pas respecté, je regarde un peu, c'est vrai, la 11e fois depuis le 15 juillet. Alors, concernant bien sûr la longueur et concernant un petit peu, vous savez, les sociétés ont changé, aussi la façon de faire la guerre a changé, l'adversaire n'est pas le même, même si c'est depuis quelques années, on est devant un groupe terroriste, et aussi, comment on va dire un petit peu, ce qui s'est passé un petit peu en Occident, avec la guerre du Kosovo, on l'a vu très bien, Irak, Afghanistan, et bien ici aussi au Moyen-Orient, on veut vivre, surtout du côté israélien, on veut vivre un peu différemment. On pense que peut-être les guerres vont devenir, j'ose espérer, comme disait Merle, vous qui avez fait les études en France, que les guerres vont devenir peut-être, on espère, démodées. Sauf que quand ce conflit a débuté, quand même, on a vu, c'est quand même 86% de la population israélienne derrière qui soutient bien sûr l'opération militaire, voire la guerre à Gaza. Mais bien sûr, c'est pas le fait que ça dure si longtemps, c'est même pas le fait qu'on a eu, et c'est énorme, 64 victimes militaires. Je pense que ceux qui déçoivent un petit peu, et ceux qu'on avait peut-être l'habitude, on parlait de cette image de victoire, on parlait peut-être aussi de la longévité de cette guerre. On parle que hier encore, on parle pas seulement de Beersheba, on parle de Tel Aviv, qu'on entend de Boum à Tel Aviv. Quelque chose qui est inconcevable vu les rapports de force. Et je pense que c'est un peu ça. Les Israéliens étaient prêts à payer ce prix énorme, comme l'été qu'on vient de vivre. Ils sont quand même prêts à payer, à faire beaucoup de sacrifices, et on le fait quand vous sacrifiez 64 soldats pour un Israël. C'est déjà énorme, 64 c'est quand même un chiffre grandiose, mais les Israéliens veulent quand même savoir que ça soit clair. Et vous savez, il y a un universitaire israélien du nom de Dan Shiftan, il a écrit un magnifique ouvrage, La nécessité de la séparation. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on voit maintenant, c'était sur autre chose, c'était sur les implantations, les colonies, appelez-les comme vous voulez. Et il disait, la première phrase de son livre, c'est qu'Israël doit apprendre, si elle veut avaler ou vomir. Et là, pareil, dans cette guerre, c'est un petit peu la même chose. Pourquoi est-ce qu'il y a cette frustration? Ok, 40 jours, très bien, si au moins on sait exactement quelle est la volonté, qu'est-ce que le gouvernement veut. Mais si justement, quand on voit la table de négociation et ce qu'Israël va peut-être recevoir, ou la conclusion, eh ben, comme le film de Lelouch, tout ça pour ça, très franchement, ils en veulent pas. Et à cette question, Israël devra répondre tant au niveau gouvernemental qu'au niveau de l'échelon militaire. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau. On marque une courte pause à suivre un tout nouveau journal de la rédaction sur i24 News. À tout de suite. وافقنا على التمديد ليوم واحد فقط. لم نتفق حتى اللحظة على أي بند بشكل نهائي.
hope they can reach an agreement today and move to a sustainable ceasefire. לא מספיק שיהיה רק כוח, יש לנו הרבה כוח. צריך גם הרבה אורך רוח. The hopes of the people in Gaza for a better future and the hopes of the people in Israel for sustainable security rest on those talks. Retour sur le plateau du Morning Live 24 News. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Avec moi, Betsabé Salem, bonjour. Jacques Neria, ancien officier des renseignements militaires. Merci d'être avec nous. Et Daniel Haïk. On va revenir rapidement sur l'essentiel des titres de cette matinée. Au total, depuis hier, 60 roquettes ont été tirées sur le territoire israélien jusqu'au centre, à la région de Jérusalem, sous l'ordre de Khaled Meshal. 30 cibles terroristes ont été visées par l'armée israélienne. 2000 réservistes ont également été rappelés. Information qui vient de nous parvenir. Et selon un haut responsable du Hamas, la maison de Mohamed Def a été visée. Des rapports annoncent que sa femme et sa fille auraient été tuées autour de cette attaque ciblée. De son côté, Ban Ki-moon condamne la rupture du cessez-le-feu sans pointer du doigt l'une ou l'autre des parties. Le chef de la délégation palestinienne qui renvoie la responsabilité de l'échec des négociations sur Israël tout en pointant du doigt la position du Hamas. La délégation palestinienne du Caire qui est d'ailleurs revenue à Ramallah. Et puis en interne en Israël, Naftali Bennett et Avigdor Lieberman attaquent Netanyahou pour sa gestion de la guerre avec le Hamas. On ne doit discuter avec le Hamas que lorsque l'organisation terroriste est à genoux. Voici donc ce qu'a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères. On a vu précédemment avec Daniel Haïk comment la presse israélienne avait couvert les différentes déclarations des ministres à l'intérieur du cabinet de sécurité israélien. On va voir à présent comment la presse étrangère perçoit cette reprise des hostilités dans la bande de Gaza et en Israël. Alors tout à fait, je vous propose de commencer par la presse française. Regardez Le Monde, premier gros titre internet, fin du cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas revendique des tirs de roquettes. Tirs de roquettes, donc on s'interroge déjà sur le sens du titre, volontaire ou pas. Est-ce une façon de dire que le Hamas finalement n'est pas responsable de tous les tirs? Bon, on rappelle quand même que dans la bande de Gaza, on sait très bien que quand le Hamas veut faire respecter le calme, il sait le faire, peu importe quel est le groupe armé qui a envie de lancer des roquettes sur Israël. Ou alors est-ce que c'est une façon de dire que le Hamas n'est pas responsable de la violation de la trêve? On sait que le Hamas n'a pas revendiqué les premiers tirs sur Beersheva, mais qu'il a attendu les premiers raids israéliens pour commencer à très fièrement, cette fois-ci, revendiquer les tirs de roquettes sur Israël. De toute façon, on a vite dépassé avec la presse française ce stade de la violation du cessez-le-feu. J'entends qui a violé le premier le cessez-le-feu. Exemple, titre de Libé, à présent, Israël et le Hamas échangent des tirs malgré le cessez-le-feu. Puis cette première info, Netanyahou a ordonné l'armée israélienne de répondre aux tirs de roquettes lancés par la branche armée du Hamas. Et cette photo que vous voyez de Gaza, d'où s'échappe de la fumée, puisque dès qu'on parle de raid israélien, la symétrie tout à coup du contexte revient plein fouet. Alors c'est l'illustration d'un homme tenant cette fois-ci un enfant dans les bras que le Figaro a choisi. Gaza, la trêve brisée, titre Le Quotidien. Alors ça vous évoque quoi? Eh bien ça évoque la fin d'un espoir, d'un accord bien sûr, mais surtout en sous-entendu l'espoir d'une vie meilleure pour les Gazaouis, d'autant plus que la photo aide dans le sens cette réflexion. Et on apprend tout de suite d'ailleurs qu'une femme et une petite fille ont été tuées dans les raids et non pas que la maison de Mohamed Def a été frappée. Mohamed Def qui, on le rappelle, a fomenté des multiples attentats contre Israël. L'article nous explique notamment que la population israélienne, elle réclame une victoire définitive contre ceux qu'elle appelle des terroristes, que elle-même appelle terroristes, non pas la communauté internationale. Et cela, quels que soient les moyens employés par Tsahal. Une façon de dire que finalement la population israélienne, et on le sait bien sûr, se contrefiche des civils qui sont morts à Gaza. On apprend encore qu'à cause de la répression des frères musulmans en Égypte, c'est pour cela que le Hamas n'a plus comme arme que son intransigeance. Finalement, Nathalie, la presse française nous apprend en gros que d'une part le Hamas n'a pas le choix de faire autre chose que de tirer des roquettes
roquettes sur Israël et qu'en plus il doit souffrir des raids de représailles de la part de l'armée israélienne. Finalement, ça vous surprend cette couverture de la presse? C'est ni tout. Le pauvre Hamas, que je dirais, c'est vraiment un petit ange qui est sorti des nuages pour nous bénir avec de petits missiles de temps en temps. L'hypocrisie est au maximum ici, on sait très bien. Donc le parti pris est déjà décidé, la presse internationale, la communauté européenne surtout, qui attaque Israël à droite et à gauche et qui ne cherche même pas à comprendre le conflit. Alors, on est en train d'égorger des journalistes américains, on est en train de confronter Daesh et tous les monstres islamiques, et on se concentre sur les actes d'Israël contre le Daesh, je dirais le Daesh qui se trouve en face de nous. Daniel? Je dois dire que j'ai regardé le site du Figaro ce matin et j'ai vu effectivement la trêve brisée. Bien entendu, on ne dit pas que la trêve a été brisée par le Hamas, mais j'ai vu quand même une sorte de réveil de la part des internautes qui ont réagi à cet article. Il y avait une nette majorité en faveur d'Israël, une sorte de compréhension du fait que c'était le Hamas qui avait repris les hostilités et que finalement Israël était obligé de riposter au tir du Hamas. Et donc c'est peut-être un léger rayon de soleil dans cet univers un peu sombre des médias internationaux en faveur d'Israël. Alors les médias internationaux, justement, parlons dans la presse étrangère, en dehors de la France, comment elle traite cette rupture de la trêve? Alors parfois un autre son de cloche, bien sûr, l'Italie se cantonne un petit peu plus aux faits comme à son habitude. Première info du Fatto Quotidiano, journal de centre-gauche italien, le Hamas a violé la trêve, on y vient, Daniel, expliquant notamment que des roquettes ont été tirées sur Beersheva. Pour cette raison, la trêve a été anéantie. On revient sur l'opinion de la population israélienne qui décidément intéresse la presse ce matin avec ce sondage qui est cité, selon lequel 92% des Israéliens sont pour la guerre. Un sondage mené par l'Israel Democracy Institute qui indique en outre que plus de la moitié, 58% exactement, des Israéliens s'opposent à ce que le gouvernement satisfasse les demandes du Hamas, qu'il faut combattre le Hamas jusqu'à ce qu'il se rende. Le Guardian britannique rapporte quant à lui les accusations croisées des deux camps, avec d'un côté vous avez Israël qui prétend que ces frappes sont une réponse aux roquettes, de l'autre les raids israéliens ont pour but de mettre à mal les négociations. C'est l'accusation qui est lancée par le Hamas, bien sûr, avec cette déclaration qui a été reprise de Al-Ahmad, donc chef de la délégation palestinienne, reprise donc par le Guardian, selon laquelle 3 roquettes qui ne font pas de victimes ne méritent pas des dizaines de raids. Le New York Times, quant à lui, accuse les deux camps d'être responsables de la trêve. Les deux sont responsables. Les roquettes depuis Gaza et la réponse israélienne mettent un terme au cessez-le-feu. Ça a le mérite d'être clair, au moins. Écrivant néanmoins que le geste le plus significatif, c'est celui du retour en Israël de la délégation qui se trouvait au Caire après des semaines de négociations. Les analystes, selon le New York Times, estiment qu'il faudrait mieux pour l'État hébreu laisser le conflit se poursuivre plutôt que de faire des concessions qui récompenseraient les militants, des militants qui ont tiré quand même plus de 3000 roquettes, pénétré le territoire par des tunnels, tué 64 soldats israéliens, mais Israël préfère continuer le conflit. Les militants toujours, c'est le terme utilisé par le journal pour parler des terroristes du Hamas. Un terme qu'il faut quand même souligner est très utilisé en anglais, qui a quand même un sens un peu moins fort qu'en français, qui est très couramment utilisé dans la presse anglophone. Merci beaucoup Bethabé pour cette revue de la presse. On va parler, Jacques et Daniel, dans quelques instants de cette force de dissuasion israélienne ou pas et de la réaction du Hamas. Mais juste avant, je voudrais qu'on prenne la direction du conseil régional de Chof Ashkelon où on retrouve Julien Baloul. Julien, on vous a vu tout à l'heure prendre vite abri sous les alertes. Est-ce que depuis tout à l'heure, vous avez de nouvelles alertes ? Non, il y a eu vraiment une salve de roquettes sur Ashkelon lorsque nous étions en direct, puis sur Ashdod, dans la foulée. Actuellement, nous sommes dans la zone industrielle d'Ashkelon. Pourquoi ? Parce que cette zone est l'un des endroits les plus frappés, si vous voulez, par les tirs de roquettes, et ce depuis des années. Et je vais vous en montrer la preuve. Derrière moi, le bloc de béton que vous voyez, qui est circulaire comme ça, sert d'abri à toutes les personnes qui travaillent dans cette zone industrielle. Il y a des garages pour les voitures, par exemple. Eh bien,
étant donné qu'il y a des tirs de roquettes réguliers, fréquents, des sirènes très fréquentes, et qu'ici, vous savez, évidemment, ce sont des garages, donc c'est souvent de la tôle, ce n'est pas assez résistant aux tirs de roquettes. La ville, l'armée ont installé des blocs de béton comme ça dans lesquels les habitants peuvent se réfugier. Ils n'ont que quelques secondes pour y aller. Vous imaginez ce que c'est vraiment pas grand, c'est assez étroit. Voilà le quotidien des habitants du sud d'Israël depuis des années, et plus particulièrement depuis hier. Donc voilà, c'est ce qui sert de chambre de confinement, donc si on comprend bien, à ces habitants dans cette partie-là, en tout cas, de la zone industrielle d'Ashkelon. Merci beaucoup, Julien, de ce rapport. On se retournera dans le sud d'Israël si l'actualité le demande. Messieurs, une référence à ce que disait Betsabe il y a quelques instants. Est-ce que finalement, Jacques, on doit laisser le conflit se faire et arrêter ces négociations au Caire qui sont brisées? Écoutez, les négociations devraient continuer, mais simplement d'une autre position d'Israël. On n'est pas dans une position où nous sommes les perdants. Loin de là, le Hamas a sans doute vit dans un monde d'illusions. Il pense qu'il a gagné, donc il pense qu'il peut imposer ses conditions. Loin de là, non, c'est tout à fait le contraire. Alors si jamais il n'arrive pas à comprendre, s'il faut employer la force, il faudra employer la force. Tant que la force sera employée, ça ne veut pas dire de notre côté qu'il ne faut pas continuer les négociations via les Égyptiens. Ça pourra toujours être continué jusqu'à ce qu'on arrive à un certain point où ils accepteront les faits. Daniel, est-ce que finalement le Hamas qui dit depuis le début et puis depuis longtemps qu'Israël est faible, est-ce qu'Israël a commencé à le croire finalement? Est-ce que c'est d'une certaine façon ce qui explique cette position de la J'espère qu'Israël n'a pas commencé à le croire, mais effectivement c'est ce que le Hamas a pensé, et c'est la raison pour laquelle le Hamas va jusqu'au bout. C'est une politique de jusqu'au boutisme de la part du mouvement terroriste. Il comprend que Binyamin Netanyahou ne veut pas aller beaucoup plus loin, veut un règlement, et donc sa politique est d'aller jusqu'au bout, d'essayer d'obtenir le maximum. Et on a vu, au cours des derniers jours, on était peut-être pas très loin d'un accord. Il y avait des positions, et le Hamas avait déjà obtenu pas mal de points importants, en particulier l'élargissement par exemple de la zone de pêche, la possibilité l'ouverture des postes de passage, la possibilité de contrôle international. Il y avait déjà des clauses qui avaient été convenues, apparemment même acceptées par les Israéliens. Et finalement, on a vu que le Hamas, contre toute logique, mais il a sa propre logique, le Hamas a repoussé, ou en tout cas, et là, il faudra voir un peu, lorsque les choses se décanteront, qui est responsable au sein du Hamas. Mais il y a eu des informations qui n'ont pas été confirmées sur le fait que c'est le Qatar qui aurait poussé Khaled Mashal à Doha à durcir la position du Hamas dans les négociations pour justement ne pas parvenir à un accord. C'est le Hamas, et ça c'est important de le souligner, le Qatar dont on parle beaucoup, comme un État qui recherche le développement de la culture en France, par exemple, en particulier. C'est le Qatar qui arme le terrorisme du Hamas, qui finance le Hamas, et c'est le Qatar qui, dans le cas précis, serait l'un des responsables, et je dis au conditionnel, serait l'un des responsables de l'échec de ces négociations et de la reprise de la violence. En tout cas, l'une des opérations. Le problème est très pointu ici. Il y a une erreur dans le décryptage de la mentalité israélienne et de la société israélienne par Hamas. Hamas traduit le débat en Israël comme une faiblesse, alors que pour nous, c'est notre raison d'être. Il y a des pour et des contre, la gauche, la droite. C'est tout un système démocratique qui est en ébullition à cause d'un événement majeur qui est à discuter par tout le public. Cette discussion-là, ce débat est mal compris par les Arabes et toujours mal interprété. Il y a d'état aussi sur l'échelon militaire. On a vu cette réplique d'Israël que certains au sein de l'échelon gouvernemental considèrent trop mesurée. Et puis il y a quelques instants sur ce plateau, il y avait un débat aussi sur cette force de dissuasion israélienne. Israël qui devrait être plus créatif, plus inventif dans son intervention. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Hier, attaquer une maison inconnue dans la bande de Gaza, sachant qu'à une telle heure, la famille de Mohamed Def serait sur place, c'est un exploit du point de vue... Mais pas Mohamed Def lui-même, pourquoi on le rate Mohamed Def, Mohamed Def, au dernier moment, il a déjà assez de blessures. Je pense qu'il est paralysé par toutes les tentatives précédentes. Mais arriver à une telle précision, c'est quelque chose qui fait très peur.
C'est-à-dire que maintenant, c'est un message qui a été envoyé à tous les chefs de Hamas. Nous savons où est-ce que vous êtes. Ça, c'est la vraie situation. Et le fait d'envoyer une bombe d'1 tonne sur cette maison-là, écoutez... Écoute de Shifa, ils sont tous à l'hôpital Shifa. Écoutez très bien, il y a eu 7 morts. Il y a eu 7 qui... morts. Il y a eu 7 morts dans cette maison. On sait qu'il y en a qui sont 2 des 7. Qui sont les 5 autres? On ne sait pas encore. Attendez. Non, l'hôpital Shifa. Voilà, l'hôpital Shifa. C'est-à-dire, on a parlé, quand je parlais de créativité, d'essayer d'audace de la part de l'armée israélienne. Tout à l'heure, on a entendu qu'il y avait l'intention des forces israéliennes de mobiliser à nouveau des réservistes. D'accord ? C'est probablement l'idée la moins créative que peut avoir l'armée israélienne. L'armée israélienne devrait avoir, et je suppose qu'elle a dans ses tiroirs des plans destinés aux unités d'élite de l'armée israélienne pour, par exemple, on sait que le QG du Hamas se trouve sous l'hôpital de Shifa, au bord de la mer à Gaza. Pourquoi, par exemple, ne pas cibler ce quartier général? Pourquoi ne pas essayer de trouver... La question reste ouverte et Jacques, vous y répondrez sans avoir besoin de mobiliser les réservistes qui ont déjà été mobilisés pendant 3 semaines. On va tenter d'y répondre dans quelques instants. Jacques nous y répondra en tout cas sur ce plateau. On marque une courte pause à suivre. Tout de suite un tout nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning Live 24 News. Merci de nous retrouver. On va faire tout de suite le point sur l'actualité ici depuis la nuit en ce mercredi 20 août. Et au total, depuis hier, 60 roquettes ont été tirées sur le territoire israélien jusqu'au centre, la région de Jérusalem, sous l'ordre de Khaled Meshal. 30 cibles terroristes ont été visées par l'armée israélienne. Et puis l'on vient de l'apprendre, 2000 réservistes ont été rappelés. Selon un haut responsable du Hamas, la maison de Mohamed Def a été visée également à l'intérieur de la bande de Gaza. Des rapports annoncent que sa femme et sa fille auraient été tuées au cours de cette attaque ciblée. De son côté, Ban Ki-moon condamne la rupture du cessez-le-feu sans pointer du doigt l'une ou l'autre des parties. Le chef de la délégation palestinienne qui renvoie la responsabilité de l'échec des négociations sur Israël tout en pointant du doigt la position du Hamas, la délégation palestinienne du Caire qui est d'ailleurs revenue à Ramallah. Et en interne en Israël, Naftali Bennett et Avigdor Lieberman attaquent Netanyahou pour sa gestion de la guerre avec le Hamas. On ne doit discuter avec le Hamas que lorsque l'organisation terroriste est à genoux. Voici donc ce qu'a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Avec moi sur ce plateau, Jacques Néry, bonjour. Des renseignements. Vous êtes toujours avec nous, Daniel Haï, consultant pour i24 News. Merci messieurs d'être avec nous. Juste avant de marquer cette courte pause pour le nouveau journal de la rédaction, on parlait de l'hôpital Shifa. Jacques Néry, ça doit être dans la ligne de mire des Israéliens? Écoutez, ce que Daniel voulait pointer, c'est tout simplement signaler qu'il devait y avoir des opérations des forces spéciales en territoire de Gaza. Effectivement, il y en a, on n'en parle pas. Donc il ne faut pas tout simplement claironner devant toute la presse, devant tous les médias, qu'effectivement les forces, les unités spéciales de Tzahal sont à l'intérieur. On l'a vu d'ailleurs dans les derniers jours du conflit. Du côté de Rafah, je dirais pendant juste le dernier jour, où il y a eu une information qui est parvenue, comme quoi Duvdevan et les Sayat Matkal, donc c'est les unités d'élite de l'armée, étaient sur place. Choisir les cibles, c'est une autre philosophie. Attaquer un hôpital, par exemple, comme Shifa, même avec des fantassins ou avec une unité spéciale, je dirais, c'est aller trop loin. Et je dirais, déjà, nous sommes sous la colère internationale. Attaquer un hôpital serait tout simplement... C'est franchir une ligne rouge? C'est franchir une ligne rouge que, pour l'instant, Israël n'a pas besoin de ça. L'on sait qu'il y a on l'a toujours su. Ce qu'il faut, tout simplement, c'est essayer de limiter leur mouvement. Ils seront sur place, ils ne vont pas bouger. Nasrallah a passé toute une guerre dans son abri souterrain. Il y est toujours. Alors, il y est toujours. Et encore, ce qui se passe, c'est donc ce qui va se passer après l'attaque contre la maison de Def. Je pense que les leaders du Hamas vont avoir
très peur. Je dirais, j'avais parlé de la qualité de l'information. Vous ne pouvez pas vous imaginer la pénétration qu'il y a pour avoir une telle information. C'est-à-dire Def et son entourage... Il y a eu une fuite quelque part, alors on ne sait pas bien... Une fuite ou quelque chose qui nous a donné un renseignement très précis. À une heure précise, devait y avoir une réunion dans cette maison. Il y a 7 personnes qui étaient sur place, 2 ont été tuées, donc on présume c'est la femme et la fille. Il y a encore 5, on ne sait pas qui c'est. Donc, alors cette information... Vous restez très prudent quant à la situation de Mohamed Def. Est-ce qu'il a été éliminé ou pas? J'attends pour savoir qui sont les 5. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi, je dirais, c'est le chef des brigades de Hamas sur place qui a été tué. Il y a d'autres chefs qui sans doute étaient sur place aussi. Peut-être ils attendaient Def qui devait revenir de Shifa, qui n'est pas arrivé à temps pour une raison ou pour une autre, mais l'information est vraie. Donc ce qui fait que cela va tout simplement se propager, c'est la dissuasion israélienne. C'est là la qualité de l'information et la pénétration et la faculté de tirer précisément sur une maison qui va tout simplement faire comprendre aux autres chefs du Hamas qu'il ferait bien de prendre garde. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette personnalité de Mohamed Def. Qu'est-ce qu'il représente pour les Gazaouis, pour le Hamas également? Alors, Mohamed Def, pour les Gazaouis, c'est un super-héros, naturellement. C'est le combattant, c'est le militant, comme les anglophones aiment bien citer ce nom-là. Pour nous, c'est un terroriste du plus bas. C'est un assassin qui a sur la conscience des centaines d'Israéliens qui ont été tués par des attaques suicides, par d'autres tentatives d'assassinat et tout ça. Pour nous, c'est un homme à abattre. C'est l'homme à abattre. Est-ce que pour lui, c'est le destin du shahid? Est-ce que c'est ça qui prône? Tout à fait, mais pour lui, écoutez, il a déjà été blessé grièvement pendant 3 tentatives d'attaque contre lui. Je pense qu'il n'est pas en position, je dirais, de circuler sur ses 2 propres pieds. Donc ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, il est devenu un symbole, comme Cheikh Yassine. C'est un symbole et les Gazaouis sont derrière. Ils sont derrière. C'est ce qu'ils peuvent tout simplement brandir devant nous. Nous avons des shahid, nous avons des gens qui sont capables de se sacrifier pour la guerre contre Israël. On va parler d'autres symboles. Daniel, vous vouliez réagir à Jacques? Je voulais préciser ce que j'avais dit par rapport à la banque de données de l'armée israélienne, dont dispose l'armée israélienne pour attaquer. Lorsque on parle de mobilisation de réservistes, je pense qu'aujourd'hui, cette mobilisation, elle peut être très mal perçue, y compris au sein de la population israélienne. C'est-à-dire, on ne peut pas jouer à yo-yo avec la population israélienne, avec les réservistes. Ce sont des gens qui travaillent, qui quittent leur famille pour aller en service militaire. Même s'ils se sont mobilisés à 100% pour la première phase de l'incursion terrestre, il est beaucoup plus difficile de repartir. Et cela peut être aussi très mal perçu. Et je pense que quelque part, au niveau de l'échelon des différents niveaux d'attaque et d'opérations que Israël peut mener contre le Hamas aujourd'hui, entre les tirs, les ripostes en direction des cibles comme des roquettes et des lance-roquettes et des lance-missiles, et une incursion terrestre à l'intérieur de la bande de Gaza, une reconquête de la bande de Gaza, il y a énormément de cibles qui peuvent être prises, qui peuvent être choisies par l'armée israélienne sans peut-être même avoir besoin de mobiliser des réservistes à nouveau. Moi, je voudrais réagir sur quelques mots qui ont été dits au début de cette émission-là, sur la façon de réagir d'Israël. Israël est toujours réactif et non pas proactif, ou en tout cas initiateur. Voilà, tout à fait. Mais si vous regardez notre histoire, il faut tout simplement savoir un peu l'histoire d'Israël. Depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours des réacteurs et non pas des initiateurs. En 1948, on nous a attaqués. En 1956, on nous a menacés et on a attaqué sous menace. En 1967, c'est la même chose. En 1973, c'est la même chose. En 1982, c'est la même chose. L'intifada, c'est encore la même chose. On est toujours attaqués. C'est nous qui réagissons. Nous sommes un État. Nous ne sommes pas une organisation terroriste. C'est une armée de défense. C'est une armée de défense, tout à fait, et non pas d'attaque. Tout à fait. On va parler justement de cette politique de Benyamin Netanyahou. À quoi il doit s'attendre dans les jours à venir? À quel défi il va être confronté? Je pense que je ne veux pas être dramatique, mais je dirais que Benyamin Netanyahou joue son avenir politique au cours des prochaines heures, même au cours des prochains jours. Cette deuxième chance. Cette deuxième chance, ce que je disais, cette capacité justement de reprendre la main et d'essayer de frapper plus fort. Si Benyamin Netanyahou
ne manifeste que ne serait-ce qu'une forme de faiblesse, il sera attaqué, et on a vu qu'il peut être attaqué et sur sa droite et même sur son aile gauche. Et donc, quelque part, il joue son va-tout politique aujourd'hui, et je crois que quelque part, Benyamin Netanyahu est en train de le comprendre. Il va devoir se convaincre lui-même, et je crois qu'aussi, il va devoir convaincre aussi l'échelon militaire, parce que on a beaucoup parlé du trio Ayalon, Netanyahou et Benny Gantz, le chef d'état-major de l'armée israélienne. Tout le monde était assez d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas briser, détruire totalement le Hamas, qu'il ne fallait pas aller jusqu'au bout. Et là, la question va être posée à ce même trio. Et Benyamin Netanyahou, s'il est convaincu que politiquement, il joue son va-tout, il va devoir convaincre l'état-major de l'armée israélienne qu'il faut qu'il fasse preuve donc de créativité et de multiplier des cibles qui auront un impact et qui puissent lui donner cette fameuse photo de victoire dans ce conflit. Je vous rappelle que les deux fois où la gauche a pris le pouvoir en Israël, avec Rabin et Barak, c'était là où la droite avait échoué face aux problèmes de sécurité. Donc si jamais... Et on voit très bien Bougie Herzog aujourd'hui se préparer comme un successeur, l'alternative, se poser comme une alternative. Et c'est pour cela que je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, surtout, je dirais, après la revue de presse où nous avons vu que presque 80% de la population sont pour tout simplement arriver à un résultat définitif avec Hamas. Si jamais Bibi, notre Premier ministre Benjamin Netanyahu, ne nous amène pas à un port je dirais, il a un très gros problème intérieur, domestique, et il est en train de jouer, comme le dit, son avenir politique. De jouer sa place. On va marquer une pause dans ce débat et on prend au téléphone en ligne David El Haddad. David El Haddad, bonjour, vous êtes agent de footballeur israélien. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Et la raison pour laquelle on a fait appel à vous ce matin, c'est parce que ce championnat de football interne à Israël national qui doit démarrer ce week-end même, eh bien, il a été ajourné. Il ne se tiendra pas, en tout cas pas dans la forme dans laquelle il avait été prévu. C'est une des conséquences aussi de cette guerre. Oui, absolument. Le problème de cette guerre qui se passe en ce moment, ça dérange énormément la préparation des équipes israéliennes, notamment les équipes qui ont été qualifiées au championnat européen et le Champions League. Ils étaient obligés de jouer à Chypre. On connaît les résultats à cause de... Vous savez, quand on ne joue pas à la maison, on n'a pas les supporters qui sont avec nous. Et donc, il y avait deux équipes, Kiryat Shmona et Hapoel Tel Aviv, qui ont été éliminées. Maccabi Tel Aviv, ils ont été éliminés de Champions League. Tout ça parce qu'on n'a pas eu le pouvoir de jouer à la maison. Et donc, pour la préparation de la Ligue, ça dérange énormément. Moi, personnellement, j'ai eu... plus de 10 joueurs étrangers qui ne voulaient pas venir en Israël à cause de la guerre. Et je pense que tout ça, je ne suis pas le seul, je pense que tout ça, ça va déranger énormément, ça va nous amener à un championnat pas très 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 élevé, étant donné qu'il n'y a pas de très bons joueurs qui voulaient venir à cause de la guerre. Est-ce que c'est une situation nouvelle, David? Est-ce que les joueurs sont habitués à ce genre de report, à ce genre de situation? Habitué, mais pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que si on prend par exemple Be'er Sheva et Ashdod, ça fait déjà la quatrième fois que le match a été reporté. La Coupe Toto, c'est une avance pour voir comment les équipes vont commencer. Et malheureusement, quand on n'a pas cette préparation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va commencer. Ça veut dire que la Ligue, elle va commencer, mais elle va commencer très très mal au début. Merci beaucoup David El Haddad, agent de football israélien. Donc une réaction, Jacques, à ce que vous venez d'entendre, cette guerre qui touche aussi le football. Alors le football, c'est intéressant, mais ce n'est pas encore notre grande priorité. La grande priorité, c'est de ramener la population dans les villages frontaliers, dans les kibbutzim, dans les moshavs autour de la bande de Gaza. Et il faut se rappeler qu'aujourd'hui, Hamas n'a pas beaucoup d'alternatives. Sa force de missiles a été réduite énormément. Ces tunnels d'attaque ont été détruits.
Donc sa capacité de trouver... Il aura les moyens d'entrer dans une guerre d'usure plus longue. Tout à fait. Alors dans cette guerre d'usure, il sera certainement le perdant parce que nous n'avons pas perdu, je dirais, ce que le Hamas a perdu. Nous avons des acquis très certains. Donc, et au fur et à mesure qu'on va grignoter chaque jour 30, 40, 50 cibles, finalement, on arrivera à les réduire et à les amener, je dirais, à une table de négociation avec une attitude beaucoup plus positive du point de vue israélien. En tout cas, cet appel à la patience, toujours de Benjamin Netanyahou, il l'a réitéré hier, c'est prédominant dans ses discours. Oui, mais je crois que la patience même de la population israélienne, qui s'est montrée très à l'écoute et très réceptive à toutes les exigences du gouvernement israélien depuis maintenant 40 jours, elle a quand même ses limites. Et il ne faut pas oublier, comme l'a rappelé tout à l'heure Julien, on approche de la rentrée des classes et il y a le problème, bien entendu, des localités du pourtour de la bande de Gaza. Mais là, on a le sentiment qu'il y a un problème qui touche plusieurs, on va dire peut-être au moins 1 ou 2 millions de citoyens israéliens avec les habitants d'Ashkelon, d'Ashdod et qui n'ont pas encore décidé si les cours allaient reprendre. Voilà, qui risque de paralyser la rentrée des classes et quelque part, je pense que c'est aussi une forme de délai à l'intention de Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou a quelques jours pour faire la différence, pour obtenir une victoire tranchante sur le Hamas et pour forcer ensuite le Hamas à revenir au Caire à la je serais plus modeste sur une victoire tranchante, amener le Hamas à des positions beaucoup plus modestes. Merci Jacques et merci à vous Daniel. On va refermer cette édition en se rendant dans le sud du pays, à Ashkelon, dont on parlait il y a quelques instants. Quelle est la situation, Julien, sur place ? La situation est maintenant relativement calme depuis environ 1h15. Alors 1h15, ça paraît pas beaucoup évidemment vu de l'étranger, mais 1h15 de calme ici, c'est précieux. Les habitants en tout cas restent très attentifs à tout ce qui se passe, à tout ce qu'ils entendent aux informations, à ces nouvelles de réservistes qui restent mobilisés. À la rentrée des classes, vous en parliez il y a quelques secondes avec vos invités. Voilà un peu l'ambiance qui reste très tendue. On reste attentif au moindre bruit. On attend finalement les prochaines sirènes parce qu'on sait qu'il y en aura d'autres. Voilà, la population israélienne à nouveau sur le qui-vive. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous messieurs d'avoir décrypté l'actualité pour nous et nos téléspectateurs sur i24 News. La principale information donc de cette journée, vous l'aurez bien compris, ce sont ces 60 roquettes qui se sont abattues depuis hier après-midi sur le territoire israélien avec une trentaine de cibles visées à l'intérieur de la bande de Gaza par l'armée. Et puis ces négociations au Caire qui tournent mal et qui sont arrêtées en tout cas puisque les délégations tant israéliennes que palestiniennes ont pris et ont fait route vers Jérusalem et Ramallah. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. À suivre un tout nouveau journal sur i24 News. Excellente journée à vous.